Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes où nous apportons le meilleur de l'information. Aujourd'hui, une grande interrogation. Forum de Davos, Henry Kissinger, V6, George Soros, du rififi chez les mondialistes. C'est notre grande interrogation du jour. Soros ou Kissinger? En tout cas, nous nous interrogeons. Le dilemme de l'Ukraine qui est en fait celui des États-Unis d'Amérique. C'est le titre de Le Point Paris. C'était le 31 mai dernier. Les interventions des deux, on va le dire, nonagénaires américains devant le Forum mondial de Davos ont dévoilé la fracture occidentale sur l'aide à apporter à Kiev. La guerre en Ukraine est loin de s'achever et déjà la querelle bat son plein sur les conditions de la paix. Faut-il imposer à l'ours russe des clauses drastiques pour l'empêcher de ressortir de sa caverne de sitôt? En tout cas, nous nous interrogeons. Ou au contraire, lui offrir un morceau d'Ukraine dans l'espoir que, répu et content, il se tienne tranquille pendant un moment. Le dilemme divise aujourd'hui les Occidentaux. Deux Américains nonagénaires ont incarné la controverse dans leurs interventions perspectives et surtout respectives devant le Forum annuel de Davos. C'était en Suisse il y a quelques jours. On parle de Henry Kissinger qui vient de fêter ses 99 ans, qui a défendu la paix au prix du compromis. Et puis on a également George Soros, bientôt 92 ans. Lui également a plaidé pour la justice au risque d'une guerre prolongée. Est-ce à dire tout simplement que l'Occident a peur d'une guerre prolongée? Eh bien, c'est toujours une interrogation. Eh bien, la diplomatie de guerre, parlons-en. Que penser de la proposition de Kissinger? En tout cas, au Forum économique mondial de Davos, l'ancien ministre américain des Affaires étrangères, Henry Kissinger, a présenté les possibilités qu'il entrevoyait pour sortir de la guerre en Ukraine, provoquant la colère du clown Zelensky en plein trip de fiction. Il a pointé le danger inhérent à une défaite humiliante de la Russie, estimant au contraire que des concessions territoriales faites à la Russie reviendraient à investir dans une paix durable sur le continent. Bref, réalisme géopolitique ou alors storytelling idéologique du criminel Soros. Au moment où les alliés occidentaux des États-Unis ne comprennent pas les objectifs ultimes de Washington en Ukraine, eh bien, c'est ce que nous déclare le Financial Times. La question prend tout son sens. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Forum de Davos, Henry Kissinger, V6 George Soros, du rififi chez les mondialistes, ou alors on prend les mêmes et on recommence et on fait semblant. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bandakani. Président Bandakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn, toujours très heureux, n'est-ce pas, d'être à vos côtés pour la continuité de ce combat qui nous tient tant à cœur. Exactement. Et dont nous sommes obligés d'assumer le statut de porte-étendard. Je suis très heureux que vous ayez pensé que je pouvais être utile dans le cadre de cette émission. Eh bien, il faut dire également que ça fait 11 ans que ça dure. Et ça va encore durer longtemps. Oui, tout à fait. Vous avez suivi justement le rififi entre les mondialistes. Je parle bien sûr de Henry Kissinger, aujourd'hui 99 ans, George Soros, 92 ans. Eh bien, il faut dire qu'ils sont un peu divergents dans la situation de cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine. L'un propose tout simplement de donner un pan de territoire à la Russie pour se calmer un peu, et un autre, pour sa part, déclare haut et fort qu'il faut continuer la guerre parce qu'à un moment donné, la Russie va s'essouffler. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes là au cœur des profondeurs de la géopolitique et de la géospiritualité qui va avec. Oui. Parce que ces gens-là, le mondialisme, ce n'est pas seulement un projet géopolitique, c'est aussi un projet géospirituel de livrer l'humanité à Satan. Là maintenant, il ne faut même pas négocier, il faut le dire haut et fort. C'est ça qui est le projet. Puisque un de leurs plus éminents fils nous l'a dit, c'est encore le lui demande, le Jupitérien nous a dit qu'il préparait la venue de la bête. De la bête. On ne lui a rien demandé. On lui a rien demandé. Il est venu le dire. Voilà. Donc nous, on prend acte simplement. Donc, alors, pour comprendre cette affaire, il faut analyser de façon très affinée la trame des contradictions qui travaillent les mondialistes. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils ne sont pas si unis que ça. Ils ne sont pas si unis que ça. Les mondialistes sont traversés par des contradictions générationnelles, des contradictions de position,
les contradictions d'âge, des contradictions comment on dit ça, d'approche, contradictions d'approche, de façon d'aborder les problèmes. Donc, il y a toutes ces contradictions-là qu'il traverse. Et Kissinger et George Soros, bien qu'ils soient nonagénaires, sont un peu l'expression de ces contradictions-là. Kissinger, c'est la vieille mondialiste. C'est la vieille garde du mondialisme, qui n'est plus très opérationnel. C'est un sage dans leur milieu. Oui. Attention, dans leur milieu. Pour nous sommes voyous. C'est un sage dans leur milieu. Donc, mais il n'est plus opérationnel comme les George Soros. George Soros, qui a 8 ans de moins que lui, si j'ai 7 ans de moins que lui, oui, est plus opérationnel parce qu'il a porté Joe Biden au pouvoir. Il est très lié à Joe Biden, qui est au pouvoir. Donc il a plus d'influence opérationnelle directe. Kissinger, lui, c'est un sage qu'on peut écouter ou pas. Si on ne l'écoute pas, il n'a pas la capacité de nuisance qu'un monsieur comme George Soros a. Oui. Par exemple, il tient Biden à travers Kamala Harris. Il a financé la campagne de Joe Biden pour qu'il soit président. Et dans la galaxie mondialiste, il pèse. Il pèse parce que beaucoup d'organisations mondialistes sont sous sa botte. Donc, il est un grand spéculateur. Il est encore en activité. Il opère dans les mines, tout ça et consort. Voilà. Donc, vieille garde. Donc, très très vieille garde, Soros. Mais vous avez ceux qui sont des éminences intellectuelles. Oui. Ils ne raisonnent pas forcément. Ils sont dans la même famille, mais ils ne réagissent pas forcément comme les patrons des multinationales. Par exemple, ceux qui sont vraiment au cœur de Davos, multinationales. Un grand PDG, ceux qui gèrent les fonds souverains, tu vois, des gens comme la famille Rothschild, qui ont des banques, tout ça, qui sont au cœur du système. Ils n'ont pas les mêmes intérêts. Vous avez les mondialistes qui sont des étatistes, c'est-à-dire des mondialistes étatiques. Kissinger est de ceux-là, par exemple. Lui, il croit que il est pour que des États soient sous le contrôle de l'idéologie mondialiste. Mais en tant qu'État, qu'il y ait un super État qui domine le monde, comme les États-Unis, tu vois, qui prend en charge le projet mondialiste, mais dans le cadre d'un État, d'un hyper-État qui va dominer le monde. Tu comprends ça? Donc vous avez des États, des étatistes mondialistes. Mais vous avez une autre frange mondialiste qui est terrible, elle est plus radicale. Ce sont les financiers. Ils ne veulent plus entendre parler des États et des nations. Ils ne veulent plus entendre parler de ça. Et ils veulent un monde qui va être dirigé par la technologie et une organisation politique dépendante de cette technologie. Et ce sont les 13 familles, oui, que personne ne voit. Ils ne dirigent aucun État, physiquement parlant. Mais ils sont derrière les marionnettes. Alors comme les États sont composés des peuples, et ça dérange trop, c'est trop compliqué, pour obliger les États à se soumettre, ils ont décidé donc de créer une supra-organisation mondiale, non étatique, secrète, mais qui a dans ses mains un ensemble d'outils puissants pour faire chanter les États. Ces gens contrôlent les réseaux sociaux. Les gens ne le savent pas beaucoup. Ils contrôlent toute la technologie numérique digitale, les banques de données, la data économie, la data gouvernance, c'est dans leurs mains. Ils ont le système financier international, les marchés financiers, les SWIFT, on vient de le voir, on l'a vu dans la crise ukrainienne. Bref, le système financier international est dans leurs mains. Depuis des siècles, c'est eux qui, la maîtrise de l'argent, c'est leur affaire. Et ils vous ont dit un jour que donnez-moi la banque centrale d'un pays, je m'en fous de ces lois. Donnez-moi la monnaie d'un pays. Ils vous l'ont dit depuis très longtemps que le fait donc de contrôler les banques centrales et la monnaie dans le monde fait d'eux en fait les vrais chefs du monde. Mais en se débarrassant des servitudes de la gestion politique au jour le jour, on ne les voit pas. Donc il y a des politiciens sur la scène qu'on voit en avant qui viennent les rendre compte et ils manipulent les politiques. Et là encore, ça pose le problème de la déchéance de la politique dans le monde. Les vrais politiciens, on ne les voit pas. Les décideurs, on ne les voit pas. On voit des politiciens qui la nuit vont rendre compte, n'est-ce pas, aux vrais patrons que personne ne voit. Donc, tels sont les clivages qui travaillent, n'est-ce pas, le camp mondialiste. Ils ont d'autres atouts, qui est le contrôle religieux du monde. La plupart le sommet des grandes religions
sont sous leur contrôle. Le sommet sont sous leur contrôle. Les places fortes des religions sont sous leur contrôle. Le Vatican est sous leur contrôle. La Mecque est sous leur contrôle. Oui, nous le savons tous. Oui, c'est-à-dire qu'ils contrôlent ces choses-là et d'autres places fortes, extraterritoriaux, Washington DC, Cité de Londres, la Cité du Vatican, oui. La Suisse, n'est-ce pas, et d'autres îles comme ça qui sont sous leur contrôle. Oui. N'oubliez pas même un ensemble un fonctionnement informel. Vous avez aux États-Unis, il y a un groupe, Black Lives Matter, avec, dans beaucoup d'États, des groupes armés, des milices armées, qui veulent même qu'on interdise la police aux États-Unis. Hein. Ces gars sont surarmés, surformés, à l'image des bataillons Azov d'Ukraine, formés à marge de l'État. Ces milices-là, on les mobilise de temps en temps contre l'État. Et quand vous faites correspondre ça avec la privatisation d'une bonne partie des armées, mon cher gosse, vous comprenez ce qui se joue et ce qui se prépare. Ce qui se joue et ce qui se prépare. C'est-à-dire que comment j'appelle ça? Les mondialistes, ils ont des milices armées. Mais ils ont même des armées privées qui se disputent, n'est-ce pas, la suprématie avec les armées étatiques. Oh oui. Oh oui, étatiques. C'est-à-dire que dans ces milices armées, dans un pays comme la France, toute une économie informelle, oui, économie criminelle, est sous leur contrôle. Faites attention, est sous leur contrôle. Alors, ces gens-là ont des alliances secrètes avec les polices, les armées, et ils peuvent opérer pour détruire les manifestations. Criminaliser les manifestations, par exemple. Voyez un peu. C'est-à-dire que toutes ces zones qu'on dit les zones de non-droit des pays occidentaux, c'est-à-dire les endroits où la République n'entre plus, si vous voulez reprendre à votre compte les propos du fou qu'on appelle Zemmour, ces différents endroits-là, attention, sont pilotés à distance, pas des réseaux mondialistes. Donc vous avez tout un monde parallèle, hein, qui est même lié à des souterrains, et qui est manipulé par ces gens-là, et qu'on peut opposer au monde officiel. Vous comprenez? C'est très compliqué. La drogue, la mafia, la pègre, tout ça, n'est-ce pas? C'est géré, mon cher gosse. C'est géré en sous-main. C'est géré en sous-main. Donc, voilà autant d'atouts que les mondialistes ont et qu'ils mettent sous la balance. Maintenant, à l'intérieur dans leur famille, il y a les contradictions qui portent sur tout ça. C'est ça qui explique le conflit qui est entre apparemment George Soros et Kissinger. C'est cela qu'il s'agit. Alors, ça traduit quoi sur le plan géopolitique? Ça traduit simplement que les mondialistes sont en perte de vitesse. Attention. En fait, ils se battent pour ne pas tout perdre. Ils ont déjà perdu, mais ils se battent pour ne pas tout perdre. Alors, ils jettent dans la balance tous les atouts qu'ils ont constitués depuis au moins 600 ans. Parce que ça, ce sont les atouts qu'ils ont travaillé depuis au moins 600 ans. Donc, ils sont passés maîtres dans l'art de gérer ça. Ils font chanter les États. Il n'est pas exclu, par exemple, quand on vous dit les groupes terroristes, mais nous savons aujourd'hui que les terroristes ont été créés par les mondialistes. Exact. On le sait. Alors maintenant, on peut faire accéder les groupes terroristes à des technologies miniaturisées, par exemple des bombes nucléaires. On sait aujourd'hui que, entre guillemets, un groupe terroriste peut fabriquer toutes sortes de virus qu'il veut, par le biais de la synthèse, quoi on appelle ça, la synthèse biologique, la biologie de synthèse. Vous tapez sur Internet, vous voyez, mais on peut vous supprimer, vous, sur Internet. Vous, parce que vous avez mal parlé, d'après eux, du pape ou de Macron. Mais on ne peut pas interdire sur Internet la publication de toute la technologie liée à la biologie de synthèse. Est-ce un hasard? Non. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Il faut bien tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, les groupes terroristes peuvent avoir accès à toutes sortes de technologies, à toutes sortes d'armes de destruction massive, mais de type miniaturisé. Ce n'est pas vous et moi qui fabriquons ces armes-là. Pas vous et moi. On sait que les fabriques. Comment il est possible donc que le groupe terroriste y accède? C'est parce que tout ça, ce sont des moyens de pression que les mondialistes ont sur la main pour faire chanter les dirigeants des États qui étaient hier sous contrôle et qui sont menacés par la montée des mouvements populaires patriotiques. Vous comprenez? Ils ont ça en main. Donc du coup, comme en Ukraine, ils espèrent que, bon, avec de tels, ils peuvent négocier
ne pouvez pas tout perdre. On ne perd pas tout. On peut encore rebondir en Europe. On peut garder la City. On peut sauvegarder le Vatican. Vous avez vu, par exemple, lorsque Poutine décide de faire payer son gaz par le rouble, mais qui est le premier à dire qu'il accepte le système du rouble? Mais c'est le Vatican. Alors demandez-vous, il est quoi? Il vend le gaz? Il fait quoi? Non, c'est une place financière au cœur de la mafia. Alors lui, ce n'est pas... Il est une figure avancée des mondialistes, monsieur le pape. Donc il dit que non, moi, ok, j'accepte. Vous voyez, ils sont très pragmatiques. Hein? Il accepte. Et il vous dit, dans un premier temps, il accuse Poutine d'être responsable de la guerre en Ukraine. Mais quand le patriarche orthodoxe de Russie prend position sur la question, il recule, il fait semblant. Il recule, il dit, oui, l'Occident a attaqué Poutine. Attaqué Poutine. Moi, j'attends que Poutine me reçoive. S'il dit qu'il me reçoit, je vais à Moscou. Je n'irai pas à Kiev sans aller à Moscou. J'attends que Vladimir Poutine me reçoive. Mais le peuple, ce n'est pas n'importe qui dans la galaxie mondialiste. C'est le patriarche de l'Occident. C'est un de ses titres. Tout ça, c'est pas, ça vous dit rien. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce genre de jeu-là. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas tout perdre. On dit que nous avons ça dans nos mains, on va négocier. Alors, Kissinger parle, c'est un mondialiste étatiste. C'est un mondialiste impérial. Pour lui, le mondialisme doit se faire par le biais de l'État, d'un super-État. Mais à côté, vous avez un Kissinger, vous avez Soros, qui est un mondialiste de type privé, qui croit que non, le mondialisme doit se faire parce qu'on va appeler le capitalisme des acteurs. Ça, c'est la théorie de Schwab. Oui. Capitalisme des acteurs. C'est-à-dire que le projet mondialiste s'accomplit par le biais des multinationales, des grands acteurs de l'économie et tout le système qui va avec. Voilà voilà l'opposition qu'il y a entre les deux. Mais ils sont tous mondialistes. Hein. Voilà l'opposition qu'il y a entre les deux. Donc, de ce point de vue, Kissinger, fidèle à sa philosophie, à sa conception des relations internationales, même quand il était déjà à l'époque secrétaire d'État en son temps, il est de l'école qu'on appelle l'école réaliste des relations internationales. Lui, il dit que monsieur l'Ukraine, il faut oublier ça. Il faut faire des concessions territoriales à Poutine et le monde va en paix. Il ne faut pas humilier Poutine. On l'a assez humilié comme ça. Nous reconnaissons qu'on n'a pas toujours été correct avec lui. Par le pas, il faut faire des concessions pour sauvegarder la paix. Et bien les mondialistes, George Soros, n'est-ce pas, capitalisme des acteurs, lui répond, pas question, parce que cette négociation se fera à l'heure des départ. Mais nous, on est contents. C'est bon. Quand ils sont divisés, nous, c'est bon pour nous. Bon pour nous. Donc, ces divisions vont s'aggraver parce qu'ils vont toujours perdre. Hein. Ils vont toujours perdre. Sur le plan géospirituel, ils ont leur géospiritualité. Nous avons la nôtre. Nous n'exposons pas tout ça en public. Nous avons la nôtre. Est-ce pour dire aujourd'hui, comme le président Balakani, que les mondialistes sont dos au mur avec ce qui se déroule du côté de l'Ukraine? Ça a commencé. Le dos au mur a commencé depuis. Ils ont été battus en Syrie. C'est une défaite qui est passée comme ça. Ils ont l'art de camoufler la défaite. Hein. Quand ils perdent, silence. Silence radio. Oui. Silence. C'est une défaite qui passe comme ça. Mais depuis la Syrie, ils ont perdu. La Syrie marquait le retour en force de la Russie sur le plan géopolitique et qui désormais rejoignait la Chine. Dites-vous, ils vont gagner comment quand ils sont en face de la Chine et la Russie? Ils peuvent pas gagner. Même si la Chine elle-même est travaillée par la dialectique mondialiste patriote, mais la Chine, avec son parti communiste qui tient le pays, et sa dictature du prolétariat, du point de vue politique, n'est-ce pas, est quelque chose que les mondialistes ça ne marche pas avec eux. Donc vous avez la Russie, vous avez la Chine, vous avez d'autres puissances émergentes qui ont une autre vision, n'est-ce pas, du monde. Je pense à l'Inde, je pense aussi au Brésil, avec son président. On espère que Bolsonaro, s'il n'est pas là, l'autre qui viendra va continuer comme ça, du moins du point de vue de ces positions-là. Oui. Vous comprenez? Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs puissants, acteurs étatiques encore puissants, qui tiennent la dragée haute face aux mondialistes. Vous comprenez? Donc, ils n'ont jamais été aussi... Ça a commencé depuis la Syrie. Ça va s'accélérer avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Lui qui va les narguer durant tout son mandat, carrément, c'est la guerre avec eux. Mais il va beaucoup les affaiblir durant son mandat en remettant en scène, n'est-ce pas, en scène le courant patriotique américain. Vous comprenez? Donc, une certaine lecture superficielle des contradictions politiques américaines amène certains à croire, à dire que Trump a jeté Trump totalement parce qu'on dit il est raciste, il est suprémaciste. Non. Alors, l'anti-suprémacisme qui est développé aux États-Unis, c'est la thèse des démocrates.
pour dire qu'on est contre le suprémacisme blanc. Mais ça trompe les naïfs, Ngos. Quels sont les hommes de couleur qu'on met en avant chez les démocrates? Vous savez bien. Qu'ils mettent en avant les minorités. C'est quelle minorité? On dit minorité africaine, oui, homosexuel, LGBTQ+, machin. Tu connais ça là? Voilà les gens qui mettent en avant. Pareil pour les latinos qui mettent en avant. Vous voyez très bien ce qu'il y a derrière. Maintenant, Trump, si on prend le cas, les patriotes américains doivent faire avec la configuration électorale des États-Unis. Les suprémacistes blancs aux États-Unis, c'est un électorat important. Trump joue avec. Mais au niveau du projet, mais Trump il est anti-mondialiste. C'est connu et c'est clair. Il a prouvé et démontré durant son mandat. Il est anti-mondialiste. C'est clair et net. Donc, vous voyez que donc, au regard de tout ça, ils sont dos au mur. Ils sont totalement dos au mur. C'est pour ça qu'ils ont voulu accélérer leur projet. Le coronavirus, ils ont testé, mais ils ont vu la résistance de ces peuples. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Et ils sont toujours dos au mur. La preuve qu'ils sont dos au mur, c'est que Poutine a eu le courage de lancer son opération militaire spéciale. Mais attendez, posez-vous les questions. Si le mondialisme était aussi fort, là je fais un raisonnement purement mathématique. Mon maître Bellec en la matière, il est là, il écoute, professeur Bellec. Donc je fais, c'est-à-dire qu'il nous écoute, je fais donc une sixième déduction logique. Si les mondialistes étaient très forts, Poutine n'aurait pas osé lancer son opération militaire spéciale, parce qu'il savait très bien les conséquences en termes de sang. S'il l'a lancé, c'est qu'il sait, lui Poutine, que les mondialistes sont dos au mur. D'ailleurs, dans un discours qu'il va faire, je crois, au sommet de Shanghai ou de Saint-Pétersbourg, je crois, ou de Valdez, je me souviens son exact, il a dit ceci: c'est moi désormais qui fixe les règles et les lignes rouges. Il a dit ça, c'est moi. Celui qui va les traverser sera frappé. Poutine l'a dit. Mais dis donc, c'est passé comme ça. Mais c'était un tollé dans le monde. Mais attendez, mais c'est grave. C'est la première fois qu'un dirigeant parle comme ça depuis la chute du mur de Berlin. La première fois. Donc en le disant, il savait déjà c'est quoi est-ce qui compte. Et les analystes sérieux ont perçu par là que non, les mondialistes ont le dos au mur et qu'ils n'ont plus les cartes en main. Et quand on voit les développements qui se passent en Ukraine, n'est-ce pas, en leur dépend, mon cher Ngos, ils ont le dos au mur, devons nous préparer à la bataille finale pour les écraser. Merci, Président Banakani, d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie, mon cher. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.